Salut à tous et bienvenue pour une petite émission spéciale où on va parler de littérature, d'un objet littéraire non identifié, l'histoire illustrée de l'Olympique de Marseille. Et pour ce faire, j'ai la chance d'accueillir les deux auteurs, les co-auteurs de ce livre. Donc Jean-François Pérez. Bonjour Jean-François. Bonjour Mourad, bonjour à tous. Donc tu es responsable des sports à Europe 1, tu es journaliste, suiveur de l'Olympique de Marseille depuis très très longtemps. Et Christopher, donc, qui est le dessinateur, l'illustrateur de cet objet littéraire non identifié. Je pense que ça lui va assez bien. Et bonjour à vous. Voilà, donc on va parler un peu d'abord, comment ça s'appelle? Est-ce que c'est un livre, c'est une BD? Parce que j'ai vu ici que c'est publié à Hugo BD. Qu'est-ce que c'est? C'est un album. Un album. Album. En fait, c'est un livre qui s'est décidé sous nos yeux et au fil des mois, ça nous a pris quasiment 3 ans pour le réaliser. Et de mon côté, je me suis occupé de tout ce qui est chronologie du club depuis 120 ans. Et puis, le monsieur qui est à ma gauche s'est occupé des illustrations. Et en fait, le bouquin est venu un peu sous une forme libre, on va dire. Quand on avait envie de faire une BD avec une belle histoire, on faisait une BD. Quand ça méritait un article de presse, un petit peu comme si on mettait ça dans un vieux journal, on le faisait comme ça. Quand il fallait raconter un beau but qu'on estimait important, il s'y mettait, il passait quelques nuits à faire des croquis pour représenter le but et le reproduire. Et puis au final, on a fait des interviews aussi, bien sûr, avec pas mal de légendes de l'OM. Et puis au final, ça donne cette forme assez libre et j'espère agréable à feuilleter. Avant tout, c'est quelque chose que je voulais de très didactique. Donc c'est vraiment chronologique. Chaque année, se dire voilà, quels sont les maillots, quels sont les logos, le classement, les buteurs, l'effectif. Ça, c'était la base. Et après, on avance avec plein de petites anecdotes que Jean-François est allé chercher et que j'ai dû retrouver les documentations pour mettre en scène. Voilà, moi, personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'aime beaucoup l'histoire du club. Donc, j'essaye de m'y intéresser autant que possible et j'ai encore appris des choses dans ce livre. Et puis surtout, je sais que moi, ça m'intéresse, mais que ça rebute beaucoup de personnes, l'histoire. Mais en fait, la forme que vous avez donnée à l'histoire du club, elle est accessible à tout le monde. J'ai l'impression que grâce à ce mélange entre BD et journalisme, ou comment on va appeler ça, documentaliste, parce que c'est vraiment toute l'histoire de l'Olympique de Marseille, ça rend l'histoire accessible. Est-ce que c'était aussi un de vos buts de rendre cette histoire accessible et pas digestible? Parce que je sais que ça effraie beaucoup de monde, l'histoire. Il ne faut pas. Il ne faut pas parce que déjà, c'est une histoire extraordinaire. Il n'y en a pas 2 comme ça en France. Et puis ensuite, j'ai envie, en tout cas moi je l'ai toujours vécu comme ça, j'ai envie de savoir pourquoi je vais au stade et pourquoi je défends certaines couleurs. Et j'espère que ce bouquin permettra de remplir cette ambition parce que oui, on a tendance à bloquer sur les dernières années parce qu'on les a connus, c'est contemporain, on a des souvenirs très précis. Mais c'est beaucoup mis en avant même par le club, par les médias, parce que 1993, parce que d'ailleurs c'est au dos du livre, il y a une phrase qui est quelque chose, l'histoire, ce n'est pas que l'histoire de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas que 1993. C'est vrai que moi ça me tient aussi à cœur parce que beaucoup de monde aurait dû finalement l'histoire de l'Olympique de Marseille à 1993. Surtout pas. Surtout pas. C'est formidable, je veux dire, évidemment, ça permet d'avoir l'étoile, ça permet de communiquer et de distiller une fierté qui est différente. Mais l'OM, depuis 120 ans, c'est un fournisseur d'émotions formidable. Formidable. Et lui aussi s'en est rendu compte parce qu'il s'est retrouvé à dessiner, à croquer des époques quasi inédites. Je veux dire, de 1910-1920. La première Coupe de France en 1924, contre 7. C'est déjà extraordinaire comme histoire. Voilà, c'est la période où en fait c'est la première fois qu'un club hors Paris gagne une Coupe de France. Et ça, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte. C'est comme si on gagnait, c'est comme si l'OM a gagné la Champions League. C'était la Coupe d'Europe à l'époque. C'est pareil, et c'est extraordinaire. Et l'engouement du peuple derrière. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo en expliquant la raison pour laquelle l'OM était aussi le club le plus populaire et qu'il avait tant d'ennemis en France. C'est parce que c'est le seul club qui survit à toutes les époques. C'est que dans Reims, c'était les années 50. L'Olympique de Marseille était présent peut-être un peu moins à cette époque-là. Il y avait Gunnar Andersson. Mais oui, c'est vrai. Ensuite, dans les années 60, qui était la grande équipe dans les années 60? Bon, il y en avait plusieurs, mais ça commençait à pointer Saint-Etienne. Il y avait Nantes aussi, il y avait Nice. Voilà. Après, il y a eu Saint-Etienne et donc encore une fois l'Olympique de Marseille et le rival principal de l'Olympique de Marseille de Saint-Etienne. Il y a Bordeaux dans les années 80, l'Olympique de Marseille est le rival principal de l'Olympique de Marseille. Dans les années 90, il y a le PSG. Bon, c'est construit d'une certaine manière, voilà, mais le rival principal, c'est l'Olympique de Marseille. Dans les années 2000, il y a le PSG. Et justement, vous en parliez, c'est
quelque chose dont on ne se rend pas compte, mais le FC 7, écrit avec C, c'était le grand club de l'époque. Et encore une fois, le rival principal, c'était l'Olympique de Marseille déjà dans les années 20. Le 7 qui s'écrivait en effet CE2TE dans les années 20 et qui était une espèce de mini Paris Saint-Germain de l'époque, avec plein de joueurs étrangers. Le football n'était pas encore professionnel et on faisait un peu ce qu'on voulait en gros avec les équipes. Et il se trouve qu'il y avait des dirigeants qui étaient extrêmement malins, dont le dénommé Gambardella, qui est devenu le fameux Monsieur Coupe Gambardella, ensuite qui était un grand dirigeant du foot français, qui était de 7. Et puis des joueurs qui venaient en France tenter leur chance comme ça. Et ça crée une équipe formidable. 7 a été la grande équipe des années 20, ça a été le maître pour l'OM dans les années 20. Et puis l'OM a commencé à gagner les Coupes de France, surtout parce qu'il n'y avait pas de championnat de France à l'époque. Et celui qui gagnait la Coupe était considéré comme champion de France, on disait ça. Oui, champion de France et justement, il y a aussi, vous le racontez très bien, les premières fois où l'Olympique de Marseille gagne la Coupe de France et qu'ils reviennent, il y a des défilés majestueux sur la qu'il a très bien d'ailleurs retracé. Voilà, les nuits blanches dessin là, pour retrouver la documentation, parce que ça, elle n'existe pas, il n'y a aucun film, il n'y a rien. Donc c'est vraiment toute cette partie-là pour moi qui était palpitante, c'est de me replonger dans les textes pour retrouver notamment 7, quelles étaient les couleurs de 7 à l'époque. Donc il faut trouver dans les articles qui disent finalement les blancs et verts, ouais, ils sont en vert. Bon, maintenant, à quoi ressemblent les maillots? Et ce n'est que ça. Et c'est vraiment que cette période-là de Marseille est passionnante. Et on va jusque dans les années 30 avec Pépito Alcázar qui est extraordinaire comme joueur. C'est à lui tout seul. Et justement, parce que j'en parlais récemment avec Mario Albano, qui a écrit un livre sur les grands buteurs de l'OM. On parlait de Pépito Alcázar et du fait qu'il soit très radin, par exemple. Mais ce que votre format permet, c'est de donner encore un peu plus d'informations. Il y a quelque chose d'un peu immersif. Et Pépito Alcázar, justement, on s'en rend bien compte parce qu'on se rend compte qu'il bégaye. Et en effet, avec 2 cases de BD où on le voit bégayer, où on le lit en train de bégayer, on se rapproche. Moi, j'ai eu cette impression un peu de me rapprocher d'un mec. C'est la grosse avantage du dessin et de la bande dessinée, justement, dans ces moments-là, c'est de donner vie, en fait, à des moments qui n'existent pas. Par exemple, on parle de Pépito Alcázar, mais on peut aussi parler de la rencontre entre Bernard Tapie et Basile Boli. Entre autres, moi, je pensais plutôt avec, comme pour la reprise de l'OM, où qui s'est fait avec Edmond de Charleroux. Edmond de Charleroux. À l'ambassade du RSS. À l'ambassade du RSS, recréer le dialogue qu'il y avait entre deux pour que qui s'était vraiment passé. Comme lorsqu'il y a aussi des fois des engueulades entre l'entraîneur et les joueurs. Bon, le mettre en dessin avec une bulle, tout de suite, ça le fait vivre. Ça le fait vivre, ça nous plonge dans l'univers et en plus, je retrouve les couleurs. Donc, on le vit au quotidien. Et ça, c'est ça qui était, pour moi, c'est excitant à faire et avec un vrai plaisir parce qu'il y avait toute cette bonhomie, cette générosité marseillaise à mettre en avant, sans oublier vraiment ce caractère. Et ce que j'ai voulu aussi, c'est que le livre évolue aussi avec une narration au dessin qui va des années 20, dessinée d'une certaine façon, et qui est dessinée d'une autre façon dans les années 2000. Donc vraiment avoir aussi une évolution du graphisme, et Jean-François dans les textes, donc qui fait qu'on crée vraiment une évolution. Donc, et puis il y a tout ça, et puis il y a un autre point que je voulais souligner, c'est c'est que moi, donc, je l'ai eu que 2 ou 3 jours avant d'enregistrer cette vidéo. Donc, je suis en 1930. En fait, à la base, je me suis dit, je vais le feuilleter, comme ça, je saurai un peu de quoi ça parle. Mais j'ai pas eu envie de passer. En fait, j'ai eu envie de lire l'histoire. En fait, j'étais pris par l'histoire et j'ai continué à lire. Et donc, la manière aussi dont vous m'avez attrapé, c'est avec ces anecdotes. Oh mon Dieu. C'est que vous ne racontez pas simplement l'histoire, simplement en disant, bon, bah voilà, l'Olympique de Marseille a eu 8 victoires, 5 nuls, 3 défaites cette année-là en championnat. C'est que vous illustrez ça avec une anecdote forte. Souvent, une année, il y a les casquettes de comment s'appelait cet entraîneur. Gibson. Voilà, par exemple. Il faisait tout. Il était entraîneur, il était jardinier, il avait des compétences pour être infirmier, masseur, kiné, il était même toubib parfois. C'est lui qui fermait les grilles du stade, c'est lui qui tenait la billetterie. Il faisait tout, ce type. C'était le Giroud de l'époque. C'est une sorte de Giroud de l'époque. André Gascar aussi, dont j'avais jamais entendu parler, mais justement qui était le premier archiviste de l'Olympique de Marseille. C'est grâce à lui aussi que vous avez eu toute cette... Et le premier speaker à Luvonne aussi. Et voilà, l'ancêtre de Dédé Fournel. Et puis oui, il y a tout ce truc même sur le stade de Luvonne, c'est que, encore une fois, donc je suis en 1934. Et puis voilà, par exemple, il y a cette passe sur Jean Boyer qui est aussi la première star de l'Olympique de Marseille. Enfin, tout ça, en fait, c'est très prenant et vous avez réussi à...
comment dire, c'est pas barbant, quoi, en fait, simplement, pour le dire. C'est pas barbant, mais pour nous, ça a été très frustrant parce que justement, à découvrir toute cette histoire-là, on va dire, ouais, mais tu parles pas de Drogba. Je dis, oui, mais Jean Boyer dans l'histoire de l'OM est beaucoup plus important que Drogba, par exemple. C'est un joueur immense. Quand on parle avec des personnes qui ont vécu cette période-là, ou même en lisant les articles, Ils s'en souviennent quand ils étaient petits, on va dire. Mais bon, comme Aznar ou autres, c'est des joueurs, mais qui sont des clés de voûte incroyables, vraiment pour ce club-là. Et on ne pouvait pas passer à côté de ça. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, j'étais avec Jean-François, je fais « Ouais, il faudrait qu'on insiste un peu plus sur lui. Ouais, mais attends, regarde, on a déjà tout ça. » Je dis « Oui, en effet. » Et on a coupé, on a sabré pour essayer de vraiment garder un peu l'essence même, sans oublier toutes ces premières années, parce que c'est quand même assez… En fait, pour être tout à fait franc avec toi, Mourad, on s'en serait voulu de ne pas faire un bouquin qui soit à la hauteur de ces ambitions-là, parce qu'on avait une matière qui était extraordinaire. Je veux dire par là que depuis 120 ans, ce club fournit des personnages incroyables. Je ne sais pas s'il le fait exprès. je sais pas. Il y a des personnalités, il y a du charisme, ça tient du roman, ça tient de l'Odyssée, de l'épopée, ça tient parfois des montagnes russes. Mais il y a à chaque année, et même quand ça ne paraît pas être le cas, les années 60, c'est terrible avant que Leclerc arrive. Mais il y a des histoires de dingue, il y a des histoires de fous. Il y avait un président qui s'appelait, dans les années 50-60, Sabi Zaraya, qu'on appelait, vous connaissez la chanson Sombrero et Mantille? Non, ça vous dit rien, c'est un vieux classique, Luis Mariano. Et lui, on l'appelait Sombrero et Lentilles, parce qu'il avait fait fortune dans les légumes secs. Et le type voulait absolument réussir à l'OM et y dépenser des sommes folles. Il achetait tous les joueurs possibles. Ça ne prenait pas. Et ce type-là était à chaque fois, à la limite, lynché à la sortie du stade, en disant « Mais qu'est-ce que tu es encore allé nous chercher? Mais tu es un bidon, ça rien, on n'en peut plus. » Ça, c'est les années 50-60. Personne ne s'en souvient, mais c'était formidable quand même. Voilà. Bon, je pense qu'on va en rester là. Donc, une histoire formidable. Une histoire formidable, vraiment en plus qui se lit comme un roman. Enfin, on n'a pas envie de passer une année, on a envie de savoir ce qui va se passer. On apprend que les joueurs, quand ils gagnent la deuxième Coupe de France, ils sortent un peu à Paris et ils finissent au commissariat. En 1935. Que c'est un haut fonctionnaire de l'État qui était… Quel était son rôle? Fernand Bouisson, membre fondateur de l'OM, de l'Olympique de Marseille en 1899, qui est devenu un homme politique marseillais plus ou moins recommandable des années 20 et 30, qui a été maire d'Aubagne, de la Ciotat, et qui était à l'époque président de la Chambre des députés, président de l'Assemblée nationale. Et c'est Bouisson lui-même qui vient sortir les Olympiens du commissariat avec la Coupe de France en disant « Messieurs, s'il vous plaît, ils viennent de gagner la Coupe de France, laissez-les tranquilles » alors qu'il y avait eu une bataille rangée dans la ville de Paris. Et comme tu disais, c'est incroyable, c'est des histoires. Il n'y a que ce club en France qui a des histoires ça, c'est garanti. Où tu gagnes une Coupe de France, tu finis en prison. Et pour ajouter là-dessus, c'est qu'en fait, on a aussi allé chercher des interviews de JPP, de Boli, de Deschamps, Magnusson, et qui nous racontent des trucs qu'on a mis là-dedans, qu'on n'était même pas au courant. C'était assez croustillant de discuter ne me spoil pas, parce que j'en suis pas encore avec Deschamps. C'est des super moments. On a passé des super moments d'interview avec Dimeco aussi, très émouvant, où nous parlait de toute cette des minots des années 80. Ah, les minots, Jean-Charles de Bono, Falco. Voilà. C'est pareil, il a même marqué quelques buts dans sa carrière. Mais je pense que moi personnellement, je crois que c'est un peu une légende. Je ne les ai pas vus. Mais bon, donc voilà, on vous recommande l'histoire illustrée de l'Olympique de Marseille. Encore une fois, on a de la chance d'avoir un club avec une grande histoire. Il faut continuer à la faire vivre. On a de la chance d'avoir des gens qui font des choses formidables comme ce bouquin. Il faut en profiter. Il faut éduquer vos enfants, les amis. Il faut savoir pourquoi on va au stade. Pourquoi on soutient ces couleurs-là? C'est pas innocent. Voilà. On est dans une ville particulière, avec une histoire particulière, un maillot particulier. Il ne faut jamais l'oublier. Voilà, un grand club, ce n'est pas que des titres, c'est aussi toute une histoire, c'est aussi toute une signification. Et en plus, c'est accessible à tout le monde, j'insiste là-dessus, et on prend du plaisir à le lire. Enfin, en tout cas, moi, je suis en train d'en prendre beaucoup. Donc, merci beaucoup, messieurs. Merci, Mourad. Merci. Donc, on le retrouve partout, je suppose. J'espère. Dans toutes les bonnes librairies. Allez, ciao, ciao.